ce matin. Très bien, nous passons à Madame Cooper. My views. Merci de me donner l'occasion de présenter notre point de vue et ma perception des problèmes juridiques qui se posent en matière d'organismes de bienfaisance et également de régimes réservés par l'Agence du revenu du Canada à ces organismes. Quelques mots me concernant. Je suis avocate et je suis pour Aptowitz LLP jusqu'à 2005. Auparavant, j'étais moi-même avocat spécialisé dans le contentieux du ministère de la Justice et en rapport avec l'ARC. Et donc, on m'a dit en 2005, je suis sorti de l'ombre et donc, voilà, tout est une question de perception. J'enseigne également le droit sur la bienfaisance et les organismes sans but lucratif ou à but non lucratif. Et donc, j'ai également eu l'occasion d'étudier l'ouvrage de Don à l'Université d'Ottawa. Et donc, je voudrais axer mes observations suite à l'invitation qui m'a été donnée sur l'application des articles clés de la loi sur le revenu et notamment le 149.1L, l'article 149.1L, qui dispose des exemptions fiscales pour les organismes sans but lucratif. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un seul paragraphe dans un article très long qui exempte un grand nombre d'organismes de l'impôt sur le revenu et pour toute une série de raisons de politique fiscale et nombre des organisations que les organismes considèrent comme des organismes à but sans lucratif ne sont pas concernés par le 141.1L, 149.1L, mais il y a les chambres de commerce, toutes sortes d'organisations agricoles et également un éventail. Donc, je vais mettre l'accent sur le 149.1L et le 149.1 donne une longue liste d'organismes qui sont exemptés d'impôt sur le revenu. Et l'un des premiers problèmes juridiques qu'il convient d'affronter, c'est la question de savoir lequel de ces groupes ou quelle rubrique, quelle catégorie correspond à chacun de ces organismes. Et donc, certaines des applications par l'ARC sont plus ou moins strictes. Donc, si, pour ce qui est d'incorporer tel ou tel organisme dans telle ou telle rubrique ou catégorie. J'aimerais également commencer par vous proposer d'examiner un problème de nomenclature. Et là, je vais un peu paraphraser l'ouvrage de Don auquel je faisais allusion. Lorsqu'on parle d'organismes à but non lucratif ou sans but lucratif, et souvent on les utilise de façon interchangeable. En général, il s'agit d'organismes dont les bénéfices ne sont pas communiqués à leurs adhérents ou à leurs membres. Mais en tant que juriste, j'enseigne aux étudiants dès le début des cours que ce sont des termes extrêmement précis. Et lorsqu'on dit non-profit en anglais avec un trait d'union, il s'agit des organismes qui relèvent du 149.1L et ils doivent répondre aux critères énoncés dans ce paragraphe 149.1L. Alors qu'il s'agit d'un organisme sans but lucratif ou not for profit en anglais, il s'agit d'un organisme qui relève de l'autre catégorie. Et je le précise parce que je crois que cela met en évidence la complexité auquel est confronté le secteur, parce que les organismes de bienfaisance sont des organismes not for profit, dirons-nous, mais bon, du point de vue fiscal, ils font partie de l'autre catégorie. Et donc, on pourrait, je trace un grand tableau et un grand graphique pour les étudiants, parce que étudient déjà
pour comprendre cette distinction, il faut que les étudiants aient déjà étudié le droit des affaires et le droit fiscal des entreprises. Et donc cela a des répercussions au niveau social, au niveau des familles, parce que vous avez toutes sortes d'associations artistiques, culturelles, qui ont toutes sortes d'activités dans un volet social. Il y a plus de 170 000 de ces organismes et d'organismes à but non lucratif. Alors, si on enlève les 90 000 qui sont des organismes de bienfaisance, il reste quand même une fraction très importante d'organismes et qui sont des organisations non-profit et qui existent sous forme d'associations bénévoles qui ne sont pas constituées en entités juridiques. Et donc, si elles sont constituées en entités juridiques ou autrement incorporées, elles doivent présenter une déclaration de revenus et nous devons, donc encore une fois, elles doivent présenter une déclaration de revenus. Mais ce sont de petits organismes qui sont des associations de bénévoles. Eh bien, elles existent de façon officieuse. Par ailleurs, un grand nombre de ces non-profits relèvent d'une législation, d'une loi particulière. Et je pense à une organisation qui remonte, qui bénéficie d'une charte qui remonte à une période antérieure à la Confédération. Et donc le 149.1L dispose que ces organisations ne peuvent pas être des organisations de bienfaisance, doivent être organisées uniquement à des fins de bien-être social, loisirs et autres. Et donc, je peux vous dire que c'est là une définition extrêmement large et un objet pour ces organismes qui est défini de façon très large. Et il y a également la façon dont elles fonctionnent, c'est-à-dire qu'elles peuvent être organisées uniquement à des fins de bien-être social, d'amélioration civique ou de loisirs, mais il faut également être exploité de cette façon-là, en quelque sorte, fonctionner de cette façon-là. Et c'est cela qui prête à controverse. J'y reviendrai. Et puis, les organismes ne peuvent pas distribuer une partie quelconque de son revenu, sauf si c'est un organisme à statut particulier. Donc, on ne distribue pas le revenu. On peut être constitué en entité, fonds de fiducie. Il y a toutes sortes de formes auxquelles cela se prête. Mais l'avantage du statut d'organisation non-profit, c'est qu'on ne paye pas d'impôt sur le revenu ou sur les gains en capital, sauf si vous relevez d'une catégorie particulière et dont l'objectif consiste à fournir des installations ou des services en matière d'alimentation ou enfin d'activités sociales, par exemple un club de chasse. Et donc là, l'objectif est beaucoup plus large que pour les organismes de bienfaisance enregistrés ou constitués. Donc ces organismes-là ont un champ d'application très large au sein duquel ils sont exploités et ils ont une plus grande marge de manœuvre vis-à-vis de la législation concernant les organismes de bienfaisance et donc ils ne sont pas assujettis à une surveillance aussi étroite de la part de l'ARC que les organismes de bienfaisance enregistrés. Et comme je l'ai dit, ils ne sont pas obligés de s'inscrire auprès de l'ARC. Il y en a un grand nombre qui ne déposent même pas. Ils ne présentent même pas de déclaration d'impôt sur le revenu. Quel est l'inconvénient d'être non-profit? C'est qu'on n'a pas de reçu, ils ne peuvent pas émettre de reçu. Et donc, les entreprises à but lucratif, contrairement donc, aux organismes à but lucratif, ils ne peuvent pas distribuer leurs revenus ou leurs profits. Et donc, ensuite, je répondrai aux questions, mais les organisations non-profit ne peuvent pas non plus avoir un excédent de revenus trop consistant dans leur registre. Et par ailleurs, les organismes de bienfaisance ont des dotations très importantes et qui peuvent économiser pour l'avenir, alors que les non-profit n'ont qu'une marge de manœuvre très, très étroite en matière de trésorerie. Et j'ai également parlé des obligations de compte rendu. Les non-profits doivent toutes déposer
une déclaration de revenus si elles sont constituées en société. C'est un formulaire T2 abrégé. Néanmoins, c'est un formulaire T2. Et si elles ne sont pas elles-mêmes constituées en société, alors il y a un critère de test de revenus et donc le plafond est de 200 000 dollars ou si on a reçu plus de 10 000 dollars d'intérêts ou de redevances ou de loyers, alors elles doivent quand même déposer une déclaration d'information qui n'est pas vraiment une déclaration de revenus. Et lorsque les actifs dépassent 200 000 dollars et des recettes sous forme d'intérêt, encore une fois, de loyer ou de redevances qui dépassent 10 000 dollars. Et là, il leur incombe de déposer une fiche d'information qui n'est pas une déclaration d'impôt. Et j'aimerais également revenir à quelque chose de particulier dans le sous-paragraphe 149.5. I, rectification de l'interprète. Et donc, la loi dispose que, de manière en général, elles sont exemptées de l'impôt sur le revenu. Mais s'agissant de leurs recettes ou de leurs revenus de certains types, sont constituées une sorte de fiducie inter vivo et ils doivent déposer une déclaration de revenus sur le fonds de fiducie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour garantir que lorsqu'on est un club de golf, eh bien, que les gens vont s'intéresser à contribuer sous forme de parts. Et c'est quand même une disposition extrêmement étroite d'application. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction pour lancer la conversation et je serai bien sûr à l'écoute de vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Eh bien, ce que vous avez réussi à faire ce matin, c'est de me convaincre que j'ai pris la bonne décision à l'époque de ne pas étudier en droit. Je vous remercie d'avoir tenté de vulgariser un sujet très complexe pour nous ce matin.